Bonjour à tous, enfin bonsoir plus exactement. J'introduis rapidement cette conférence et on est heureux d'accueillir Massimiliano et Belinda la Haute École spécialisée de Suisse occidentale, la Haute École d'ingénierie d'Yverdon. En fait, pour vous raconter rapidement comment on les a invités, nous avons eu l'intention, avec les géographes de licence 3 de l'Université de Franche-Comté en septembre dernier, on souhaitait aller visiter la centrale nucléaire en démantèlement de Fessenheim. Et finalement, ça n'a pas été possible en raison des problèmes divers. C'était l'invasion de l'Ukraine qui nous a empêchés de visiter, enfin voilà, divers événements internationaux qui nous ont empêché cette visite. Et de fait, suite à ça, pour compenser, pour malgré tout parler de l'énergie nucléaire, on a fait, nous, une petite visite de l'énergie hydroélectrique sur le Rhin. Mais vu qu'on était un peu frustrés de ne pas avoir visité cette centrale de Fessenheim, on a invité, par l'intermédiaire de Marie-Hélène de Sède, qui connaissait Massimilio Capezzali. Et donc, voilà, on est très heureux de vous accueillir et de vous accueillir pour nous parler justement des problèmes de trajectoire, enfin reconversion, revitalisation. On vient d'en discuter longuement, mais sur les termes qu'on peut utiliser de ces territoires post-nucléaires et entre autres de Fessenheim. Voilà, merci bien. Je vous laisse la parole pour une petite heure. Et merci encore de venir nous présenter vos travaux. Alors merci pour l'invitation. Très heureux d'être ici à Besançon. Je vais venir ici parce que sinon on m'a dit que c'est mal enregistré. Voilà, je préfère être un peu plus près comme ça de la salle. Et puis quand on a discuté donc avec Belinda, tu as décroché quelque chose, je crois, Belinda. Quand on a commencé à discuter de ce qu'on pouvait présenter, alors il y aura bien sûr ce qu'est en train de faire Belinda dans sa thèse de doctorat, qui est co-supervisée donc par la HESSO et par l'Université d'Haute-Alsace, mais aussi donner un contexte, parce que parler de nucléaire sans le remettre dans son contexte par rapport aux problèmes mondiaux, mais aussi dans le temps, ça nous semblait un petit peu moins intéressant. Et donc c'est moi qui vais commencer avec une première partie où on va faire ce saut dans le temps et dans l'espace, voir au fait pourquoi on utilise du nucléaire, combien on en utilise, est-ce que tout le monde l'utilise ou pas. Ensuite, il y a clairement une bifurcation par rapport au nucléaire qui est en train de se manifester. Moi, j'aimerais aussi insister, surtout par le fait qu'on parle aussi à un public de géographes, sur la notion d'impact, qui est extrêmement importante. Elle est d'autant plus importante chez nous, les petits Suisses, vu que nous sommes un petit pays, et puis qu'à peu près tout ce qu'on construit, on le voit depuis l'autre bout du pays. Et donc, l'impact est extrêmement important de ce point de vue-là. On est d'ailleurs en train de construire des éoliennes qui se voient depuis la France et pas depuis la Suisse. Donc, c'est quelque chose qui, bien sûr, dépasse les frontières. Parfois, c'est d'un village à l'autre, parfois, c'est d'un pays à l'autre, de ce point de vue-là. Et puis, encore quelques autres aspects liés à l'énergie nucléaire qui amènent des éléments ultérieurs par rapport à cette réflexion. Pourquoi j'ai choisi cette image? Ça, c'est la plus vieille centrale nucléaire au monde. Elle est à Betznau, à 20 km de Zurich, sur une île naturelle sur l'Aar, juste avant qu'il se jette dans le Rhin. C'est la plus vieille centrale nucléaire au monde. La tranche de Betznau 1 a été ouverte. Je pense que ni vous, ni moi, dans ce cas-là, n'étions encore nés en 1969 et qui continue à être utilisée. Je vois qu'il y a des petits jeunes dans la salle. Voilà. Très intéressant, cette centrale est actuellement dans un cadre judiciaire relativement sérieux, vu que la province du Vorarlberg, qui est la province d'Autriche qui touche la Suisse, du côté des Grisons, en dessous du Liechtenstein, a déposé un recours international contre la Suisse, parce qu'en cas de problème sur cette centrale, les premiers problèmes, le vent est très têtu, il irait dans le sens de l'Autriche. Donc les premiers à avoir des problèmes seraient les Autrichiens. Donc toujours cette question de frontière qui est extrêmement importante. On le verra également dans le cas de Fessenheim,
de ce point de vue-là. Donc, le paradoxe de l'énergie. Jusqu'à la révolution industrielle, on a toujours utilisé des énergies renouvelables. C'était l'énergie hydraulique pour faire des moulins. J'habitais à la Chaux-de-Fonds, c'est les moulins le long du Doubs, sur la frontière avec la France. L'énergie éolienne, on en a fait des romans, Cervantes notamment. La biomasse, on brûlait du bois, on brûlait des feuillages, etc. On brûlait du crottin séché, on brûlait de la tourbe également. On a toujours utilisé les énergies renouvelables. Quelle était la particularité de ces énergies? Une très basse densité, très utile, très facile à récolter. Pensez par exemple à de la biomasse séchée qui vient des animaux simplement, ou du bois, d'accord, mais très basse densité. Pour avoir des grosses quantités d'énergie, il fallait des grosses quantités. Et ça, c'était un petit peu en contradiction avec ce que la révolution industrielle amenait, c'est-à-dire une production de masse, une production qui demandait une grosse densité d'énergie au niveau spatial et au niveau temporel. Et c'est là que la parenthèse des énergies non renouvelables s'est ouverte, avec la première qui a été utilisée, le charbon. Dans une région du monde où essentiellement, dans le pays de Galles, il fallait juste gratter dans la falaise pour obtenir des premiers bouts de charbon. Après, on a dû aller un petit peu plus bas dans le sol pour le chercher, mais c'était relativement facile. C'était transportable, d'accord? Et pour moi, il n'est pas encore clair si c'est la révolution industrielle qui a ouvert la parenthèse des énergies non renouvelables, ou bien par la présence des énergies non renouvelables et leur utilisation par la machine de Watt que vous voyez ici, ça a permis la production de masse qui ensuite en a suivi. Donc le 19e siècle a été celui du charbon, la première ouverture de la parenthèse des énergies non renouvelables. Le 20e siècle, on a découvert une forme d'énergie encore plus dense, les hydrocarbures. Les hydrocarbures qui ont permis de rendre ce que ma grand-maman disait, le monde plus petit. D'accord? Quand moi j'étais gamin, je viens d'une famille d'émigrés italiens, rentrer en Italie, c'était un sacré voyage. Pendant les vacances, on est à la Madère. Ce n'est pas bien du point de vue de CO2, vous pouvez vous penser, mais c'était inimaginable sans hydrocarbures. D'accord? Soulever quelque chose qui pèse 140 tonnes entre les passagers, l'avion et tout ce qu'il y avait dedans, d'accord, avec on nous a dit 11 000 litres de kérosène. Imaginez la densité énergétique. Quand vous remplissez votre voiture, imaginez, vous en mettez pour 50 litres en 1 minute et demie, vous en avez pour 1000 km. Vous, votre famille, votre chien, les bagages qui sont dedans. D'accord? Donc la densité énergétique, quelque chose qui a permis de connecter le monde d'une partie à l'autre et qui a permis la révolution des transports, rendre le monde plus petit, les hydrocarbures en particulier. L'électricité, qui est un des agents énergétiques dominants actuellement, elle a permis la révolution des télécommunications. Si j'étais venu ici à 20 ans, d'accord, j'aurais écrit sur un tableau, j'aurais eu les merveilleux slides que Marie-Hélène et moi avons utilisé quand on a défendu nos thèses. On n'avait pas de PowerPoint en ce temps-là. Maintenant, non, voilà, on a un ordinateur, j'ai mon téléphone qui est là, ceci. Elle a permis cette révolution de la communication qui a rendu le monde plus petit également entre les personnes pour la communication. Et on pourrait se dire, d'accord, mais c'est bien là, on est sorti de ces énergies fossiles, mais comment est faite cette électricité? Quel est l'agent énergétique dominant pour faire cette électricité au XXIe siècle? C'est le charbon. C'est comme si dans cette parenthèse du non renouvelable qu'on a ouvert avec la révolution industrielle, on était revenu au 19e siècle. Donc on va fermer, votre génération va fermer la parenthèse du non renouvelable, on va revenir dans un monde renouvelable. Quelque part, on est en train de rien inventer, on est en train de faire des moulins à vent qui fonctionnent mieux, des centrales hydroélectriques qui fonctionnent mieux, on utilise mieux la biomasse que simplement du crottin séché, comme le faisaient nos grands-parents. D'accord, mais on revient aux énergies renouvelables qu'on a utilisées, voire même marémotrices, qu'on savait déjà utiliser par le passé. Mais pour la partie électrique, pour l'instant, on va le voir, presque la moitié est produite par du charbon, dans une espèce de paradoxe avant la fermeture de la parenthèse non renouvelable. Ne regardez pas les unités, comme toujours les physiciens, quand vous comprenez les unités, ils les changent, comme ça ils se sentent plus intelligents que les autres. Vous avez ici des hexajoules, c'est beaucoup d'énergie. Des statistiques donc, de l'Agence internationale de l'énergie basée à Paris. Malheureusement, ces statistiques ne sont plus complètement disponibles. On a choisi de rester en 2019. Ce n'est pas grave, on a 4 ans de retard, mais ça n'a pas beaucoup changé. Mais vous voyez tout de suite que du point de vue de l'énergie totale, on consomme environ presque
plus que 2 fois plus d'énergie par rapport à 1973, par rapport à il y a 50 ans. Vous voyez par contre que la répartition a changé. C'est-à-dire que, alors qu'on avait une domination du pétrole en 1973, cette domination a été remplacée par un tout petit peu plus de nucléaire, un petit peu plus de gaz naturel, et vous voyez que le charbon est resté stable à ce niveau-là. Donc la part des fossiles, on est très content, a diminué de 86 à 81%, c'est bien, mais vous voyez que c'est quand même relativement peu. Le total a plus que doublé et continue à augmenter, hein. On était en 2010, pas très très loin non plus. Donc la part du charbon augmente, la part du gaz augmente, la part du pétrole diminue et la part combinée de nucléaire et hydro, donc ce qu'on appelle les énergies qui n'émettent pas directement de CO2 et qui ne sont pas ce qu'on appellerait les nouvelles renouvelables, les solaires, l'éolien, la biomasse, etc., passent environ de 3 à 7,5% et remplacent cette partie-là. Donc ça, c'est l'énergie totale, ce qu'on appellerait l'énergie primaire. Maintenant, ça, c'est selon les sources. Et là, je vous le montre selon les régions. Donc, vous retrouvez les mêmes chiffres, hein, 254 et 206. Et vous voyez qu'en 73, c'était les pays de l'OCDE, c'est-à-dire nos pays, ce qu'on appellerait les pays riches, un terme que je n'aime pas. C'est l'Europe, c'est l'Amérique du Nord, c'est la Corée du Sud, le Japon. Il y a encore quelques pays qui se sont ajoutés dernièrement, l'Australie, etc. Mangeaient bien plus que la moitié du gâteau. Et vous voyez que 50 ans plus tard, au fait, nous, il est logique que notre consommation proportionnellement ait diminué. On a déjà mis en place toute une batterie d'éléments pour consommer moins d'énergie. Et vous voyez l'émergence d'autres acteurs, notamment la Chine, mais pas seulement, aussi d'autres pays d'Asie de ce point de vue-là. Et vous voyez aussi que ce que nous associons dans notre orientation à un pays producteur d'énergie, mais qui la produit pour nous, devient lui-même un consommateur. Le Moyen-Orient, d'accord, qui est lui-même gros producteur d'énergie, devient un gros consommateur grâce à la prospérité qui lui vient de ce point de vue-là. Et donc, toutes les régions du monde, sauf l'Afrique, on va y revenir, hélas, voient sa consommation d'énergie augmenter. Et vous voyez que les prévisions sont toujours très difficiles à faire. Mon épouse est économiste et dit toujours que les économistes sont des gens qui font des bonnes prévisions du passé. Donc, prévoir le futur, c'est très, très difficile. Mais vous voyez qu'essentiellement, on nous dit que la consommation énergétique va continuer à augmenter. Vous le voyez sur le tableau de gauche, même si ce ne sera pas ces chiffres-là. Pour les pays dits riches, la consommation va probablement stagner, voire être appelée à diminuer, ce qu'on appelle la sobriété énergétique et l'efficacité énergétique. Les autres régions du monde, la consommation va probablement augmenter, voire exploser. Est-ce que c'est mauvais? Je suis quelque part dans un pays africain, ou en Amérique du Sud, ou au Laos, et j'installe un frigo dans un petit dispensaire local pour garder des produits sanitaires dont j'ai besoin. Bien sûr, je vais consommer plus d'énergie que je n'en consommais auparavant, mais cette énergie, j'en ai besoin pour quelque chose. Donc, augmentation de la consommation énergétique ne veut pas forcément dire quelque chose de négatif. Ce n'est pas le même lien, par contre, qu'on a dans les pays industriels, où probablement consommer plus n'apporte pas un changement dans la vie des gens qui est vraiment proportionnel à ce qu'il coûte en termes environnementaux. Je suis quelque part dans un petit village du Pérou, j'installe une nouvelle scie électrique pour apprendre aux jeunes du village à devenir menuisiers et menuisières. Je vais consommer plus d'énergie, mais c'est une énergie qui est bien investie. Donc, je pense qu'il est important de perdre des lunettes eurocentriques ou pays riches centriques par rapport à la consommation d'énergie. Ce qui est important, c'est quel est l'impact environnemental et social qui est lié à cette énergie. Si consommer plus a seulement un impact environnemental et n'amène rien en termes de qualité de vie, ce qui est souvent le cas dans nos pays, c'est là qu'on doit se poser la question. Et donc, là aussi, il faut souvent enlever ces lunettes et réfléchir plus large par rapport à ces choses-là. Pourquoi aussi? Et c'est les deux diagrammes, malheureusement pas très très clairs ici que vous voyez sur la droite, parce qu'au fait, l'accès à l'énergie est extrêmement inégalitaire dans le monde. C'est ce que vous disent ces deux diagrammes. Vous voyez qu'il y a
plus d'1 milliard de personnes, voire presque 1,5 milliard qui n'ont pas accès à l'électricité dans le monde. Vous voyez sur la droite, ici, le nombre de personnes qui n'ont pas accès à du clean cooking. C'est des gens donc, qui vont brûler à peu près n'importe quoi. Souvent, ils doivent aller très loin de la maison, également pour chercher leur eau, pour simplement brûler, pour préparer les repas. D'accord ? Donc, un simple petit bec de butane, comme on le prend nous au camping, serait déjà du clean cooking pour ces gens-là. Pas bien le butane, parce que c'est fossile. Mais dans ce contexte-là, c'est peut-être mieux que faire 30 km pour aller prendre des broussailles, les brûler dans sa cuisine et puis mourir à 50 ans d'emphysème pulmonaire parce qu'on n'avait pas un système de ventilation suffisant. De nouveau, regardez le contexte, perdre juste les conditions actuelles que nous avons, nous, ici. Donc ça, c'est ce que j'appelle mon slide pastoral, dans le sens que voilà, c'est vraiment important de se positionner et c'est important de se dire que notre consommation énergétique, on doit l'assumer nous-mêmes par notre propre production énergétique. Il y a quelque temps, il y avait un projet de mettre des panneaux solaires dans le Sahara. Vous me direz, mais ça, c'est une bonne idée. Bien sûr, c'est une bonne idée. D'accord ? Il y a du soleil, il y a de la place. D'accord ? Alors, il n'y a pas beaucoup d'eau pour les nettoyer, les panneaux solaires. On va trouver une solution. D'accord ? Mais l'idée, c'était de ramener l'électricité en Europe par d'énormes câbles électriques pour venir en Europe. Non ! Cette électricité doit être utilisée sur place pour les besoins énergétiques des gens qui habitent sur place. On doit et on peut s'assumer nous-mêmes pour notre approvisionnement électrique. Et c'est vrai pour tout pays européen, le vôtre comme le nôtre. Voilà. Maintenant, l'électricité. L'électricité, c'est 25% de l'énergie, hein. D'accord, plus ou moins dans des pays industriels comme la France et la Suisse. Et puis, vous voyez qu'on a changé d'unité, hein, on est passé des hexajoules au térawattheure. L'électricité, on en consomme environ 4 fois plus qu'il y a 50 ans. Et vous voyez comment elle est faite. Le monde donc, devient plus électrique, on en consomme 4 fois plus. Mais vous voyez aussi donc, que, par exemple, on utilise de moins en moins de pétrole pour produire de l'électricité. Vous avez vu qu'il y a encore une centrale qui brûle du fioul en France pour faire de l'électricité, ce qui est devenu un petit peu une curiosité. Certains pays en ont encore, notamment l'Italie, mais c'est devenu extrêmement rare de trouver ça. Vous voyez que la part du nucléaire a augmenté. Une grande partie du parc nucléaire, vous allez le voir avec Belinda, a été construite dans les années 70 et 80. La partie de l'hydro a très légèrement diminué. Vous voyez que les renouvelables ont augmenté. Et puis, la part du charbon est restée stable. Donc, ça veut dire que comme nous consommons 4 fois plus de charbon, nous brûlons 4 fois plus de charbon qu'il y a 50 ans pour faire de l'électricité. Le 21e siècle, du point de vue électrique, est encore un siècle de charbon, comme le 19e siècle. Et ça, c'est important d'en tenir compte dans les choix que nous faisons, aussi par rapport aux nouvelles consommations d'électricité, véhicules électriques, pompes à chaleur, etc. Voilà une comparaison entre les pays, c'est toujours bien de se comparer aux autres. Oubliez les bénis des dieux, la Norvège, tout à gauche, 3 millions de personnes, fort sympathiques par ailleurs, qui peuvent absolument tout faire avec les énergies renouvelables, même si c'est un pays qui est fortement exportateur d'énergie fossile, c'est une autre question. D'ailleurs, ils ont une consommation électrique par tête d'habitant qui est beaucoup plus élevée que chez nous. Vous voyez des pays moins bénis des dieux, on va le dire. Vous pouvez comparer, par exemple, la Suède et la Suisse. Pas mal d'hydraulique, du nucléaire, même si formellement les deux pays sont sortis du nucléaire, on va en reparler tout à l'heure, mais la Suède qui allait beaucoup plus vite, par exemple sur les énergies renouvelables, aussi en profitant de conditions favorables, la mer Baltique pour du éolien offshore, beaucoup de bois au vu de la grandeur du pays. L'Autriche qui a décidé de sortir du nucléaire en 1979, vous voyez, qui remplace la partie nucléaire de la Suisse essentiellement par du gaz, mais qui est aussi allé très fort sur les énergies renouvelables, notamment l'éolien. L'Italie qui a renoncé au nucléaire, vous le savez aussi, référendum, je devrais le savoir, j'ai voté, c'est la première fois que j'ai voté de ma vie, donc ça devait être en 1989, quelque chose comme ça. 1990 aussi par référendum, un peu l'hydraulique, beaucoup de fossiles. Au lendemain du lancement de la guerre en Ukraine, l'Italie a réactivé 7 centrales au charbon d'un jour, en un seul jour. Pas mal de renouvelables également. La France qui a fait le choix donc, du nucléaire, on va y revenir, et qui couvre une grande partie de ses besoins électriques par le nucléaire. Et l'Allemagne qui a peu d'hydraulique,
qui est sorti définitivement du nucléaire. Donc, c'est des statistiques de 2022, avant la fermeture des dernières centrales. Beaucoup de renouvelables. C'est les années des politiques très volontaristes d'Angela Merkel. Et encore beaucoup de fossiles, parmi lesquels plus de la moitié couverts par du charbon, et de cette moitié encore couverts par la partie la plus sale du charbon, c'est-à-dire par la lignite chez nos amis allemands. Mais à la fin de la journée, que ce soit chez vous ce soir, que ce soit chez nous ce soir en Suisse, on va consommer le mix européen qui est fait d'un petit peu de tout ça, parce que les réseaux électriques sont interconnectés les uns aux autres, surtout dans des régions qui ont beaucoup de liens transfrontaliers comme celle-ci. Et donc, indépendamment de comment c'est produit, à la fin de la journée, sur la prise, c'est ceci que vous avez à disposition. Beaucoup de fossiles, un petit peu de nucléaire, un petit peu d'hydraulique et de plus en plus de renouvelables. Le nucléaire, un sujet un peu délicat. C'est une énergie un peu bizarre. Pourquoi? Parce qu'en même temps, c'est une énergie non renouvelable. Au fait, avec l'énergie géothermique, c'est la seule énergie complètement non renouvelable. Le pétrole, c'est renouvelable. Simplement, on n'a pas assez de dinosaures qui reproduisent le pétrole au moment où on consomme, d'accord? Avec le rythme avec lequel on consomme. D'accord? Le soleil, c'est bien sûr renouvelable. Enfin, dans 5 milliards d'années, vous savez que le soleil va devenir une naine jaune. Mais pour l'instant, ça va. Pour l'instant, on peut encore y compter dessus, d'accord? Le nucléaire, c'est fini. D'accord? Lors de la synthèse de notre croûte terrestre, voilà, le thorium, l'uranium était là, c'est celui-là, fini. Il ne se recréera plus jamais. Mais c'est une énergie qui n'émet pas de CO2 lorsqu'on la transforme en énergie électrique. Et donc, elle a cette espèce de double visage, et là, je vous ai mis quelques images de ce point de vue-là, avec des positionnements qui peuvent sembler contradictoires, avec des revirements de gens d'une place à l'autre, toujours en sachant est-ce qu'on met le climat d'abord ou est-ce qu'on met l'aspect non renouvelable d'abord. Et donc, ce double visage, on se le traîne avec nous et va également créer toute une série d'aspects qu'on va regarder dans la suite des slides. Alors, quelques chiffres. Donc, environ plus de 400 réacteurs dans le monde, 5 en construction, beaucoup aux USA, beaucoup en France. L'Allemagne, donc, à partir du 31 mars de l'année passée, a fermé toutes ses centrales. Les 3 dernières, donc fin mars 2023, elles ont demandé une petite prolongation. Ils ont eu une prolongation de 3 mois. En Allemagne, c'est la Cour constitutionnelle qui a donc interdit au gouvernement de revenir sur cette décision. Quand on prend les décisions en Allemagne, on les prend comme les Allemands. C'est des choses qui sont solides. Le Japon, malgré le fait qu'il a une histoire très controversée avec le nucléaire, donc bien sûr, 6 réacteurs sont fermés définitivement. C'est les 6 réacteurs du site de Fukushima Daiichi. Et puis ensuite, on arrive actuellement, bon an, mal an, à une petite trentaine de réacteurs qui sont réallumés, notamment sur la côte de mer de Chine, qui est moins soumise au tsunami que la côte pacifique. Mais vous avez vu que dès que ça tremble, vous avez vu le 1er janvier, on a tout de suite peur. D'accord? Et ce qui est assez intéressant au Japon, c'est que c'est une décision qui est prise de manière centralisée, un petit peu comme chez vous, d'accord? Mais c'est la commune sur laquelle la centrale nucléaire qui a le dernier mot. Et donc souvent, les maires et des villes font un point d'honneur de dire non, on ne va pas rallumer. Puis ça fait la presse. Le Matin est un journal populaire suisse roman que peut-être vous connaissez. Là, j'ai pris un cas en 2015. Voilà, dès qu'il se passe quelque chose, c'est assez rigolo. C'est une particularité japonaise. Mais il est clair que du point de vue de la volonté politique, tant le Premier ministre actuel que le précédent, que vous savez probablement a été assassiné malheureusement, sont très agressivement pro-nucléaire. Mais à la fin de la journée, le nucléaire, c'est 10% de la production électrique mondiale, donc 10% du 25%. Donc on s'arrache les yeux des fois dans des débats sur le nucléaire pour essentiellement 3% de l'énergie au niveau mondial, il ne faut pas l'oublier. Bien sûr, tout dépend des conditions initiales. Je vous ai mis ici des tableaux. Qu'est-ce qui est important à retenir ici? Bien sûr, les grands pays ont plus de réacteurs. Bon, la France cette année est une exception, un pays de taille moyenne du point de vue du nombre d'habitants, mais qui a beaucoup de réacteurs.
Ce qui est important, ce n'est pas tellement le nombre de réacteurs que vous avez, mais quelle est la proportion dans le mix électrique. Il va être plus facile pour le Japon ou pour le Canada de sortir du nucléaire que pour la Suisse, qui en compte 40%. Alors, je vous ai dit avant que j'habitais à La Chaux-de-Fonds, je suis un montagnard, il n'y a rien entre les lignes, pas de langue de bois. Quand je dis que c'est difficile et ambitieux, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Mais c'est objectivement plus difficile pour la France de remplacer 60% de sa production électrique, ou 65%, ou 75%, que pour un pays qui n'a que quelques pourcents qui sont couverts par le nucléaire. D'accord ? Le défi est différent. Et ça, il faut en tenir compte. Et il faut la volonté politique, bien sûr, qui va avec. Donc, c'est ça qui est important. Il ne faut pas oublier qu'en Allemagne et au Japon, qui ont pris des décisions par rapport au nucléaire, on a redémarré des vieilles centrales fossiles. Il y a des lenders allemands qui émettent plus de CO2 maintenant, alors qu'elles ont plus de renouvelables, simplement pour couvrir les moments où les renouvelables ne produisent pas. Il y a clairement de nouveaux pays qui souhaitent accéder à l'énergie nucléaire, au Moyen-Orient. La dernière grande centrale nucléaire qui a été allumée hors de Chine, c'est celle de Baraka aux Émirats arabes unis, qui pourtant sont assis sur des mers de pétrole et de gaz naturel. Mais ils ont une telle prospérité que la demande énergétique est telle. Ils ont un énorme défi qui est la désalinisation, qui peut être couverte également par le nucléaire. Et puis, dans beaucoup de pays, par rapport à la difficulté de construire de nouvelles centrales nucléaires, alors on parle également de prolonger la vie, ici en France également, de prolonger la vie des centrales nucléaires qui ont des conditions de sécurité qui sont satisfaisantes. Et à la fin de la journée, par contre, on ne peut pas les prolonger indéfiniment, ça, ce n'est pas possible. C'est comme nos vies à nous. Et puis, il faut reconvertir les sites, et ça, c'est Belinda qui vous en parlera après. Donc, au niveau mondial, essentiellement, il y a 3 pays qui ont décidé très fortement de sortir du nucléaire. Un, c'est l'Allemagne. Je rappelle quand même qu'elle avait plus de charbon que de nucléaire. Et donc, avec la mise hors service des centrales dès l'accident de Fukushima, les premières 8 centrales, et puis les 7 restantes jusqu'en avril 2023 pour les 3 dernières. Des centrales d'ailleurs qui avaient encore des réserves d'uranium pour fonctionner. Et malgré ça, donc, le gouvernement a dit nein. C'est la Cour constitutionnelle d'ailleurs qui ne permettait pas d'aller plus loin. Nos amis belges, 47% de nucléaire, 7 réacteurs sur 2 sites d'OL et Tihange. La volonté était de mettre hors service dès 2015 jusqu'en 2022, mise en service en principe des centrales restantes. Et puis, pour l'instant, la première a été d'OL 3, qui a été arrêtée en septembre 2022. Et si vous suivez la presse belge, les discussions continuent pour les autres, pour savoir est-ce qu'elles sont éteintes, est-ce qu'elles sont démantelées, oui, non. La Belgique n'a pas pris une décision définitive par rapport à ce point-là. La Belgique étant fortement dépendante des importations électriques, notamment en hiver, et donc voudrait s'assurer une certaine indépendance énergétique en gardant des centrales fonctionnantes. L'Espagne, 21% de nucléaire, 2 centrales ont déjà été arrêtées, mais n'a pas pris de décision définitive, l'Espagne. Donc essentiellement 3 pays qui décident d'en sortir, l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, et le reste du monde essentiellement qui continue à compter sur le nucléaire. En France, je pense quand même qu'il faut rendre crédit à M. Hollande d'avoir porté le nucléaire comme débat politique. C'est quand même très, très courageux, un débat qui n'existait pas auparavant, en proposant aussi des chiffres, ce qui a amené aussi à la fermeture de Fessenheim, on va en parler. Est-ce qu'on va prolonger des tranches de 1300 MW, les grandes, les Panly, etc. Arrêter les plus vieilles, Tricastin, Bugey, peut-être Bugey, parce qu'en plus il y a les petits Suisses qui réclament de l'autre côté de la frontière. Mais ce qui est très intéressant, c'est donc M. Macron qui nous propose 6 nouvelles centrales. C'était confirmé d'ailleurs il y a 2 jours, avec 2 qui seraient dédiées à l'hydrogène. On va en parler tout à l'heure. Et puis la France, qui est un pays qui permet le recyclage du combustible nucléaire. 17% de l'électricité nucléaire française est faite avec du combustible recyclé. Un autre paradoxe, c'est comme si le nucléaire devenait tout à coup renouvelable, ou partiellement renouvelable. D'accord ? J'avais un ancien chef à l'EPFL qui disait « En énergie, rien n'est pas simple. » D'accord ? Il faut toujours essayer d'aller creuser un petit peu. Les choses sont beaucoup moins simples qu'elles n'apparaissent. Je voulais parler rapidement de l'impact, après laisser la parole à Belinda. Une des plus grandes centrales photovoltaïques de Suisse, il faut faire.
à côté de la France, de l'autre côté, c'est Ferney-Voltaire en France. On est à Genève, sur les toits de Palexpo. Vous voyez qu'une telle installation couvre 30% de la consommation de ces halles. Il faut faire ce genre de choses. Par contre, si on veut remplacer cette centrale nucléaire, c'est une petite centrale nucléaire suisse qui vient de fermer, ben, pour la puissance, il en faut 90. Pour l'énergie, il en faut 700. Vous vous rappelez quand je vous disais avant que les énergies renouvelables, elles sont magnifiques, mais elles sont moins denses. Les énergies renouvelables, la transition énergétique, ça va se voir. Ça va se voir. Et donc, la question de l'impact devient importante de ce point de vue-là. Ça, c'est tout près de chez moi. Peut-être que vous êtes déjà allé de l'autre côté de la frontière. Vous avez le canton de Berne ici, le canton de Neuchâtel, le canton du Jura ici. La frontière n'est pas loin. Là derrière, à mon avis, d'avoir Morteau, Villers-le-Lac. C'est sur les crêtes du Mont Crozin, dans le Jura bernois. Voilà, on va devoir se poser la question, c'est bien, pas bien d'avoir ça. Ça, c'est la plus grande centrale éolienne de Suisse. Alors, il faut dire une chose, hein. C'est quand même le seul coin du canton de Berne qu'on voit seulement depuis le canton de Neuchâtel. Hein. D'accord. Depuis le canton de Berne, vous ne les voyez pas essentiellement. Hein. On en revient à la question jamais chez soi-même. Hein, d'accord. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Bien sûr, ça a un impact. Mais les énergies renouvelables ont une densité plus basse. On doit aller chercher le vent à plusieurs dizaines, voire centaines de mètres. Et donc, c'est des grosses machines qu'on voit. Oui. Alors, après, il y a les impacts sur les oiseaux. Il y a les impacts sur les chauves-souris. C'est une zone où il y a énormément de chauves-souris, vu qu'il y a des grottes karstiques. On est dans le Jura suisse. Donc, il y a plein d'impacts de ce point de vue-là dont on peut discuter, qui font partie du débat. Et puis là, je vous pose une idée d'un autre impact. Vous me direz, il a dû se tromper de slide, là, M. Capezzali. La piste de course de Kerpen, où les frères Schumacher ont appris à conduire, des véritables légendes nationales, comme Beckenbauer, qui vient de nous quitter hier, d'accord. Ils ont appris à conduire là. Et au fait, il y a eu toute une polémique parce que cette piste allait disparaître. Pourquoi? On est dans une zone de l'Allemagne, assez proche de la frontière avec la Belgique et avec la Hollande, où essentiellement, si vous grattez 20 mètres, vous avez de la lignite, qui est la première phase de formation du charbon. D'accord? D'abord, vous avez essentiellement la tourbe, ensuite vous avez la lignite, et ensuite l'anthracite qu'il faut aller chercher sous terre. Et donc, les Allemands, qui sont en train de faire? Ils sont en train de gratter. Ils vont prendre cette lignite et ils les brûlent dans des centrales. Est-ce que ça a un impact? Vous voyez ici la ville d'Aix-la-Chapelle, 400 000 habitants. D'accord? Plus grand que la plus grande ville suisse qui est Zurich, 380 000 habitants. Ville très très jolie, que tout le monde connaît, vu que c'est là que Charlemagne a inventé l'école. D'accord? Ça, c'est une centrale. Ça, c'est un site d'extraction de lignite. C'est plus grand que Aix-la-Chapelle. C'est la seule construction humaine en Allemagne qui se voit depuis la Lune. D'accord? Tout a un impact. Tout a un impact. La piste des frères Schumacher se trouve juste ici. Apparemment, elle est sauvée. C'est un monument national. Et c'est là que vous voyez au téléjournal les gens qui réclament contre ces énormes constructions. Ça a un impact. Nos amis allemands vont faire ça super. Hein? Ils vont remettre de la terre, des lacs, des petits canards, des Biergarten. Mais actuellement, ça a un impact. D'accord? Et bien sûr, ça a un impact en termes de CO2 qu'on a sorti de la Terre pour émettre dans l'atmosphère. Pour terminer sur le nucléaire, la promesse du nucléaire avec la génération 4. Je pense qu'on parle beaucoup de la sécurité de ces concepts, de ces nouveaux concepts. C'est effectivement extrêmement important. On essaye de tourner la physique à sa propre faveur, donc d'avoir des réacteurs qui s'arrêtent quand les choses vont mal et pas qu'ils s'emballent quand les choses vont mal. Donc ça, c'est à la base de ces différents concepts. On n'investit pas suffisamment dans la génération 4. Le grand rêve de la génération 4, c'est la transmutation. C'est-à-dire, ce que vous voyez ici, c'est de rendre les éléments radioactifs, les déchets radioactifs appelant activité, beaucoup moins actifs dans le temps, et donc, au fait, de s'occuper des déchets que notre génération a créés. D'accord? Donc, moralement, on peut se poser la question, est-ce que cette promesse de la génération 4 vaut la peine ou est éthiquement acceptable, justement parce qu'elle permettra de s'occuper de ces déchets-là. Ça, c'est un choix qui, dans une société démocratique, doit être discuté. Et puis, dernier élément, le nucléaire, de plus en plus, est discuté pour produire de l'hydrogène. Vu que la production nucléaire n'émet pas de CO2 directement, elle n'est pas renouvelable, on est bien d'accord. On peut produire l'hydrogène, double avantage, on a des hautes températures et on a de la vapeur.
Et puis, vous voyez ici, hein, peut-être que vous savez déjà que l'hydrogène vient sous différentes couleurs, pas parce qu'il a une couleur quand il sort de la bouteille, mais parce qu'on doit le catégoriser. Vous voyez qu'effectivement, il y a du nucléaire qui peut être créé de l'hydrogène qui peut être créé par le nucléaire. Et cet hydrogène peut devenir ensuite du carburant. Et ce serait du carburant pas renouvelable, mais neutre en CO2. Et là, la politique doit se positionner. Que va faire la Suisse quand elle va acheter de l'hydrogène chez nos amis français en disant « Ah, mais ça, c'est du décarboné A ou du décarboné B ». La France va leur dire « Non, on a fait l'hydrogène décarboné, point ». D'accord? Alors elle devra dire « Mais alors je veux de l'hydrogène renouvelable ». Ah, ben c'est autre chose. D'accord? Donc, le nucléaire, c'est toi, Belinda, qui le disait tout à l'heure, des fois on le chasse par la fenêtre puis il revient par la porte. Hein, d'accord? Parce qu'il a cette double nature. Et c'est par rapport à cette double nature qu'un débat sain et démocratique doit pouvoir se faire. On parle beaucoup aussi des petits réacteurs modulables. Je voulais quand même vous en parler parce qu'on en voit beaucoup dans la presse. Les premières licences d'utilisation ont été délivrées notamment par des provinces canadiennes. Il n'y a pas grand-chose de nouveau, si ce n'est qu'on essaye de simplifier et de rendre en fait la construction en série de ces réacteurs et qui donc pourraient s'installer aussi plus facilement, notamment dans des zones isolées, tout en ayant les mêmes caractéristiques de sécurité que les autres, ou à moins qu'on estime que ces caractéristiques de sécurité ne sont pas suffisantes et que donc le nucléaire ne doit pas être mis en place. Mais c'est quelque chose qui est important, qui existe, sur lequel notamment EDF se positionne beaucoup. Donc quelques points de discussion. Je déteste les conclusions. On se conclut, ben, on ne parle plus. Je préfère des points de discussion. Donc le nucléaire, est-ce qu'on assiste à une énième renaissance? C'est-à-dire qu'à part les 3 pays, ou 3,5, qui ont vraiment décidé de sortir, les autres avancent très fortement. On a ce paradoxe d'une énergie non renouvelable mais décarbonée. L'impact est prolongé dans le temps et on ne parle pas que des déchets. On va parler des sites juste maintenant. Est-ce que ces nouvelles générations, est-ce que les SMR vont venir? Très difficile de prédire l'avenir. Et puis, vous voyez ici donc les pays qui maintiennent ou augmentent leur capacité nucléaire, 5 qui se lancent dans le nucléaire, notamment nos amis polonais. 98% de la production électrique faite par du charbon. Et donc les 3,5, 4 pays qui en sortent, Taïwan étant un petit peu une exception de ce point de vue-là. Donc est-ce qu'on va pouvoir prolonger la vie des centrales dans les pays qui décident d'en sortir, ou est-ce que quand on décide d'en sortir, on en sort immédiatement? Voilà pour la première partie. Les questions, on les prend toutes ensemble à la fin peut-être. Donc gardez-les au chaud très volontiers pour la discussion. Et je laisse la suite à Belinda. Je vais utiliser ce micro alors. Bonjour à tous. Déjà, merci de me recevoir. Donc là, je vais vous parler des travaux de ma thèse sur la reconversion des sites post-nucléaires. Je vais enlever les gants, c'est quand même plus simple pour eux. C'est vrai qu'il fait un peu froid. Alors, donc là, le contexte de ma recherche, c'est qu'il faut d'abord savoir que depuis les années 60, il y a des centaines de réacteurs qui ont fermé. Et cela est dû pour des raisons économiques, politiques ou encore tout simplement l'arrivée en fin de vie de ces réacteurs. Donc en fait, il faut aussi savoir que pour la plupart de ces réacteurs, à la base, ils avaient été construits pour une durée de vie qui va de 30 à 40 ans. Actuellement, la moyenne d'âge de ces réacteurs qui sont toujours en activité, elle est de 30 ans. Ce qui veut dire que bientôt, il y aura plus d'une centaine d'entre eux qui vont arriver en fin de vie. Et du coup, même si on est dans un contexte où, comme l'a dit Massy, on est peut-être dans une potentielle renaissance nucléaire, où on va donc prolonger ces réacteurs, le problème de la fermeture de réacteurs et donc de centrales va revenir dans les prochaines années. Rien qu'actuellement, il y a 187 réacteurs qui sont fermés à travers le monde. Et on peut voir ici un petit graphique qui montre le nombre de réacteurs fermés du coup, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Et malgré cette augmentation, en fait, il y a très peu de chercheurs qui se sont intéressés aux trajectoires qui sont empruntées par ces anciens territoires d'implantation nucléaire, comme je vais vous le montrer de suite. Donc là, je vais d'abord faire un petit tour de ce que les sciences humaines et sociales ont étudié dans le nucléaire. Donc j'ai relevé 5 principales approches. La première, c'est définir ce qu'est la chose nucléaire. Donc là, on peut notamment parler des travaux de Gabriel Hecht, qui estime que le concept de radioactivité, en fait, il n'est pas suffisant pour décrire la chose nucléaire, car en fait, la radioactivité, ça ne prend pas en compte le contexte spatio-temporel.
Donc la radioactivité, c'est un phénomène physique qui existe indépendamment du fait qu'il soit détecté ou politisé. Et donc pour pallier à cette problématique, elle a créé le concept de nucléarité qu'elle définit comme un spectre technopolitique qui se déplace dans le temps et l'espace. Il a besoin de conditions historiques, géographiques, scientifiques et technologiques. Il faut savoir que la chose nucléaire, elle est aussi beaucoup étudiée au travers la notion du risque. Et par exemple, là, je vous ai mis en exemple l'étude de Pasqualetti et Pijaoka de 1996, qui ont mis en évidence la perception du risque à travers les différentes phases de la vie de la centrale. Donc l'exploitation, l'arrêt, le démantèlement et le stockage des déchets. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'on peut voir que même à l'arrêt ou en démantèlement, les gens continuent à considérer une centrale nucléaire comme étant risquée. Et selon cette étude, la présence de déchets hautement radioactifs apparaît comme un risque encore plus élevé qu'une centrale en activité. Donc selon cette étude, une fois qu'un site est nucléaire, il l'est pour toujours. La deuxième approche qui a souvent été menée par les nucléaires en SHS, c'est l'idée de vouloir borner le nucléaire. Donc on a une abondance de concepts, on peut parler de territoire nucléaire, de communauté nucléaire, de zone nucléaire, de paysage nucléaire. Et en fait, la manière de vouloir le borner, ça répond tout simplement à la manière dont les auteurs perçoivent le nucléaire. Donc, en fait, les indicateurs pour délimiter le nucléaire donneront le nom du concept qui sera utilisé. Donc, par rapport à ces questions, il y a donc toute cette idée de comment on va délimiter un territoire nucléaire. Est-ce qu'on va prendre l'angle socio-économique ? Donc là, par exemple, on le verra après dans le cas de Fessenheim, où on va construire un projet de territoire en fonction de ses impacts socio-économiques en particulier. Et aussi des personnes qui pensent qu'il n'est pas possible de délimiter un territoire nucléaire car la radioactivité est quelque chose qui ne se saisit pas. Donc en fait, la manière dont on perçoit le territoire, elle aura aussi des conséquences sur la manière dont on va percevoir le projet de reconversion. Ensuite, il y a eu plein de chercheurs qui se sont concentrés sur l'étude des manifestations et des conflits, donc dans tout ce qui est dans la mouvance antinucléaire. On a aussi beaucoup de recherches sur ce que ça fait d'habiter le nucléaire, que ce soit dans des installations actives ou des installations abandonnées. Et finalement, il y a beaucoup de chercheurs qui se sont intéressés aux transformations démographiques, économiques, sociales, économiques, etc., qu'amène l'arrivée d'une centrale nucléaire sur un territoire. Donc, comme l'arrivée massive d'employés hautement qualifiés, l'augmentation des revenus pour les municipalités, etc. Donc, à travers ce rapide état de la littérature sur le nucléaire, j'ai pu identifier 4 principaux gaps. Donc, la première, c'est qu'il y a peu de recherches qui ont été réalisées sur les dynamiques spatiales du nucléaire, parce qu'on s'intéresse particulièrement à la constitution, donc ces zones d'exclusion, d'instauration, l'expérience de la radioactivité, etc., comme je vous l'ai expliqué avant. Ensuite, les recherches ont été menées sur les effets de la présence des centrales sur les territoires. Elles se sont concentrées, comme je l'ai dit auparavant, sur les transformations démographiques, sociologiques, économiques, etc. Et par cela, même s'il y a eu quelques articles concernant le post-nucléaire, ceux-ci ils ont eu un intérêt marqué pour les effets liés de ces fermetures, mais on a une tendance à la généralisation et une faible comparabilité, parce que les quelques études qui ont été menées, elles ont été réalisées sur des centrales nucléaires qui ont un fort impact sur le territoire et il n'y avait pas eu de visée comparative. Or, toutes les centrales nucléaires, elles n'ont pas marqué le territoire de la même manière en fonction des pays, et comme on va pouvoir le voir par la suite. Donc ces gaps, ça m'a permis de poser ma question de recherche qui est donc quels sont les facteurs qui expliquent la différenciation des trajectoires post-nucléaires. Donc avant toute chose, il faut d'abord voir quel est le devenir du site, qu'est-ce qu'on a comme possibilité. Donc en fait, lorsqu'une centrale nucléaire ferme, le propriétaire de la centrale, il a plusieurs options. La première, c'est donc la mise en veille, qui peut se traduire par la stratégie de démantèlement, qui est donc de la mise au tombeau, et qui a comme résultat spatiaux un terrain abandonné. C'est ce qui se passe à Tchernobyl, par exemple. La seconde, c'est donc où on décide de démanteler. On a 2 manières de démanteler, donc soit on a le démantèlement immédiat, soit le démantèlement différé, et ces catégories-là peuvent amener donc soit au greenfield, donc on enlève tout, on décontamine le site pour revenir à, entre guillemets, à un pré-vert, soit le brownfield où on peut garder des réseaux électriques par exemple, ou le changement d'échelle. Donc moi, ce que je définis comme le changement d'échelle, c'est que comme le site nucléaire n'est pas disponible de suite pour débuter une reconversion, des fois on fait on dézoome pour pouvoir poser un projet de territoire à une plus grande échelle pour pouvoir justement faire cette reconversion.
Et finalement, la dernière option, c'est donc le statu quo où ça ne change pas. Et dans le cadre de ma thèse, je m'intéresse uniquement sur les cas qui sont dans l'encadré blanc, dans le dernier cercle, parce que le but de ma thèse, c'est de voir quand il y a un processus de redéveloppement, reconversion, donc c'est que dans ces trois-là que ça se passe. Alors, vu que ma question de recherche, ça concerne les facteurs, et qu'il y a très peu d'articles qui ont été réalisés sur les territoires post-nucléaires, j'ai d'abord fait un état de la littérature systématique, donc de 2002 à 2021, sur la reconversion des territoires post-industriels pour voir ce qui se dit. Et j'ai réuni 71 articles, donc je les ai analysés pour mettre en évidence les facteurs qui ressortaient le plus. Donc en fait, là, c'est un tableau récapitulatif des différents facteurs qu'on peut retrouver, qui ont été mis en avant dans les articles que j'ai lus. Donc ceux-ci ils peuvent être d'ordre spatial, politique, économique, ou sinon j'ai aussi créé une catégorie autre, que je vais sûrement changer de nom. Et dans le cadre de cette présentation, je ne vais pas avoir le temps de me concentrer sur tous ces facteurs, sur tous les terrains. Donc pour que vous ayez un peu une image déjà assez intéressante de mes cas d'études, je vais me concentrer que sur 4 d'entre eux. Donc le premier, c'est un facteur politique qui concerne donc les revendications sociopolitiques et l'influence du cadre normatif. Je vais aussi vous parler de l'héritage du nucléaire et la gestion du risque, qui est donc que j'ai classé dans la gestion des déchets, donc avec le risque. Donc ici, je vais vous parler de 3 cas d'études. Donc le premier, c'est la centrale nucléaire de Brunsbüttel en Allemagne, qui se situe dans le Dithmarschen, dans le Schleswig-Holstein. Donc c'est un réacteur à eau bouillante et elle est exploitée par Vattenfall et Preußen Elektra. Elle a été d'abord mise à l'arrêt en juillet 2007 à cause d'une défaillance technique. Et ce n'était pas la première fois que cette centrale nucléaire elle a été mise à l'arrêt. Elle n'avait déjà pas produit de courant entre 1978 et 1980, puis entre 1992 et 1995. Et il y avait même eu une explosion dans l'enceinte du réacteur en 2001. Donc elle avait déjà assez mauvaise réputation. Et elle est d'ailleurs considérée comme la plus sujette aux défaillances en Allemagne. Et en fait, depuis sa fermeture prématurée en 2007 en raison de cet incident, elle n'a jamais été réouverte jusqu'à la décision de l'Allemagne de sortir du nucléaire, donc en 2011, suite à l'accident de Fukushima. Le projet qui est retenu pour l'instant pour Brunsbüttel, c'est donc le retour au Greenfield. Pour la centrale nucléaire de Barsebäck, donc en fait, elle se situe à proximité des villes de Malmö et de Copenhague. Elle fait partie de la commune de Schevelinge en Scanie. Et il y avait 2 réacteurs à eau bouillante qui ont été exploités par Sidkraft jusqu'à son rachat par E.ON en 2005. Et en fait, en 1997, le gouvernement il a pris la décision politique de faire fermer la centrale. Le premier réacteur a été fermé 1 an plus tard et le second en 2001. Et ça a été dû en partie à cause des protestations de leurs voisins danois. L'exploitant avait fait recours et la fermeture elle a pu être retardée finalement jusqu'en 1999 et en 2005. Et là, on a une concurrence entre 2 projets, un qui concerne le Brownfield et l'autre le Greenfield, parce que la volonté de la ville, c'est de faire un écoquartier sur le site. Et finalement, on a la centrale nucléaire de Fessenheim, donc en France, en Alsace, qui avait 2 réacteurs à eau pressurisée. Et elle a été fermée suite à une promesse électorale de François Hollande faite en 2012. Cette centrale, elle était fortement imbriquée dans le tissu socio-économique du territoire. Et là, on a justement un changement d'échelle et un retour au brownfield sur le site de la centrale. Donc, ma méthodologie, juste rapidement, donc en fait, j'ai fait une analyse de la littérature institutionnelle et de projet avec une revue de presse. Je vous ai mis les dates en fonction des centrales nucléaires. Et j'ai réalisé des entretiens semi-directifs avec des acteurs du territoire. Je les ai faits en 2021 pour Fessenheim. En Brunsbüttel, ils vont se faire dans 2 semaines. Et pour Barsebäck, je ne les ai pas réalisés parce que malheureusement, je ne parle pas suédois. Alors, les principaux éléments, donc là, on a juste un petit tableau récapitulatif des 3 terrains que je vais vous présenter. Donc la première, c'est la revendication sociopolitique, c'est l'enjeu principal qui est donc est-ce qu'il y a une mise en politique du devenir du territoire? Quels acteurs s'intéressent à l'avenir du site? Ensuite, j'ai retenu l'influence du cadre normatif. Est-ce qu'il y a une influence sur la trajectoire de reconversion du territoire? Ensuite, j'ai retenu l'héritage du nucléaire entre invisibilisation ou mise en valeur et finalement la gestion des déchets, comment les déchets peuvent influencer la dynamique de ces trajectoires. Donc on va commencer par Barsebäck, donc le cas suédois. Et en fait, ce cas, il porte localement à controverse. Donc
En fait, cette centrale, elle est dans la municipalité de Schövlinge. Et en fait, le projet qui est pour l'instant retenu, c'est un projet qui est une initiative du parti modéré qui est au pouvoir depuis 2006. Et il veut utiliser les terrains de cette centrale afin de construire un nouvel écoquartier, donc directement sur le site de la centrale. Et en fait, cet écoquartier, il comprendrait 3500 nouveaux logements. Le parti modéré a 3 principaux arguments. Le premier, c'est l'image. Donc, il veut modifier l'image de la ville qui est actuellement liée à l'industrie nucléaire et à une infrastructure donc, qui a constitué un des conflits environnementaux les plus importants du pays. Le deuxième point, c'est sa localisation, parce qu'elle se situe dans l'écoquartier portuaire de Malmö et que ça pas très loin. Il y a aussi un pôle universitaire. L'autoroute, elle n'est pas loin. C'est un bord de mer. La vue est dégagée. C'est vraiment un endroit idéal pour construire des logements. L'autre problème, c'est que ça répondrait à la problématique du logement parce que la commune, elle n'a pas assez de logements pour ses habitants. Alors, donc le parti modéré, il a la majorité au conseil municipal, mais les autres partis sont opposés au projet. Donc les autres partis, eux, ils veulent remobiliser les terrains pour produire de l'énergie. Donc le parti centriste souhaiterait des éoliennes, les écologistes, ils voudraient un parc solaire et les libéraux une centrale à gaz. Donc ils ont tous leur idée, mais dans le point de vue énergétique. Alors maintenant, je vais vous parler de la position donc, de Ion, donc l'exploitant. Donc lui, il est resté fuyant. Il n'a jamais refusé l'éventualité de vendre ses terres à la municipalité pour des fins résidentielles, mais elle souhaiterait plutôt les utiliser pour reconstruire et faire un parc éolien pour 2 raisons. La première, c'est la préexistence de lignes électriques. Donc ça permettrait vraiment une interconnexion avec le réseau danois pour favoriser les exportations. Et la deuxième, c'est que pour lui, si on ferme cette centrale, ça retire des capacités énergétiques dans le sud du pays. Et en fait, ça va faire que les capacités de transfert d'électricité depuis le nord, elles vont être limitées par des goulots d'étranglement. Donc, ce qui est aussi un problème. Ça a changé ou pas? Non. Ah, pardon. Donc, maintenant, d'un point de vue du cadre normatif, donc en fait, le droit suédois, il impose un démantèlement dans la définition, elle n'est pas clairement arrêtée. Donc en fait, le fait comme c'est pas clairement arrêté, on peut avoir des débats et on peut savoir, il y a un débat du coup pour savoir si on va revenir au brownfield comme étape intermédiaire ou au greenfield. Donc le greenfield, ça permet une réutilisation inconditionnelle du site, tandis que le brownfield, il permet une réutilisation conditionnelle du site, mais ce stade implique des efforts d'assainissement moindres et c'est moins cher. Donc en fait, en 2018, Ion, il a présenté un projet de démantèlement où il dit privilégier le brownfield donc pour ses raisons financières, mais le fait de faire un brownfield, ça empêcherait la vente des terrains pour l'écoquartier. Et ça permettrait de privilégier donc, le projet éolien, parce qu'on ne va pas construire un écoquartier sur un brownfield. Donc, malheureusement, pour leur point de vue, la municipalité n'a pas les moyens légaux pour forcer l'exploitant d'assainir le site, mais elle a un droit de veto pour tous les projets de construction sur son territoire. Donc, en fait, tout projet autre que l'écoquartier est refusé. Donc, on est dans une impasse. Et ça, c'est aussi lié à cause des limites qui sont liées donc au code de l'aménagement suédois, qui fait qu'ils ne peuvent pas construire sur d'autres terrains. Donc, en fait, ils veulent vraiment ce terrain-là pour développer leur écoquartier. Et voilà. Et du coup, en fait, d'un point de vue, comme je vous l'ai dit, donc la relation entre l'exploitant et la commune de Schövlinge, elles sont très difficiles. Parce que la municipalité elle a refusé plusieurs fois leur demande de permis de construire pour des bâtiments de stockage temporaire, etc., qui entreraient en opposition avec l'écoquartier. Et en fait, elle a peur que si l'exploitant elle construit un bâtiment pour stocker temporairement les déchets de la centrale, ça deviendrait un bâtiment définitif, ce qui empêcherait encore l'écoquartier d'être construit. Ça ne correspond pas à sa volonté de dénucléariser son image, et donc toujours dans cette peur de l'écoquartier.
Un autre problème est que Ion a parlé du fait que en fait, le terrain il n'est pas plat et en fait il faudrait utiliser des choses pour pouvoir remblayer les cavités. Et Ion souhaite utiliser les gravats du démantèlement pour minimiser le coût de transport. Et encore une fois, si on fait ça en utilisant ces déchets, eh ben, on ne peut pas avoir d'écoquartier par-dessus. Donc, avec Barchebec, on a pu voir que les revendications sociopolitiques, elles étaient très fortes, qu'il y a plusieurs projets en concurrence, et que ces projets ils montrent tous une forte volonté de dénucléariser le territoire et de rendre invisibles les traces de ce passé. Et ça a une incidence sur la manière dont est géré les déchets. Et d'où la question, est-ce qu'on peut vraiment tourner la page du nucléaire si un projet comme ça est construit sur des déchets de centrales ? Et maintenant, je vais donc passer au cadre de Brunsbüttel en Allemagne. Et là, en fait, c'est que même si la volonté d'invisibilisation du nucléaire est la même qu'en Suède, il n'y a aucun projet qui a vu le jour. Donc en fait, l'analyse de presse que j'ai faite, ça a montré que la centrale nucléaire de Brunsbüttel n'a fait l'objet d'aucune revendication sociopolitique particulière. En fait, sa reconversion en soi est un non-sujet. Et on peut émettre plusieurs hypothèses pour ça. La première, c'est comme je l'ai dit au tout début, c'est que la centrale nucléaire de Brunsbüttel, elle était considérée comme une des centrales les plus défaillantes d'Allemagne. Et que par conséquent, on aimerait déjà tourner la page le plus vite possible et plus en parler. La deuxième, c'est que cette centrale, elle a été construite dans un des plus grands parcs chimiques du pays. Et du coup, elle n'a pas généré des avantages économiques ou sociodémographiques pour la région. Elle est vraiment à proximité de grands centres urbains comme Hambourg. Et en fait, du coup, la région, elle n'est pas dépendante de la centrale d'un point de vue économique, d'un point de vue de l'emploi, d'un point de vue fiscal ou sociodémographique. On aurait quand même pu penser qu'elle le serait d'un point de vue énergétique, mais malgré ça, ça apparaît pas comme un enjeu majeur dans la reconversion. Et de toute manière, cette centrale, ça faisait déjà 4 ans qu'elle produisait plus d'électricité. Par rapport au cadre normatif, en fait, en 2012, Vattenfall a annoncé de revenir au Greenfield. Donc, en fait, cette décision, elle a été saluée par la ville qui ne souhaitait pas que son territoire devienne un cercueil nucléaire, parce qu'il y a vraiment cette volonté de la ville et de l'exploitant de se positionner du côté des énergies vertes et contre le nucléaire. Et cette négation, elle peut se voir particulièrement sur le site internet, parce qu'en fait, il faut savoir que Brunsbüttel a créé un site internet exprès qui s'appelle, donc, je vous ai mis le logo là, Perspective Brunsbüttel, où le but est de démanteler avec la plus grande transparence possible. Et malgré la plus grande transparence possible, ils ne disent pas du tout ce qui va advenir du site, donc ils veulent tout enlever pour laisser plus aucune trace. Et ils parlent même que le site pourrait être si propre qu'on pourrait même faire traire des vaches. Le seul problème concernant le Brunsbüttel se situe à peu près 120 km de là. Donc en fait, il faut savoir qu'en Allemagne, la gestion des déchets de construction des centrales nucléaires, elles sont gérées à l'échelle du Land. Et dans le Land du Schleswig-Holstein, on a donc 3 centrales en cours de démantèlement. Donc on a Brunsbüttel, Brockdorf et Krümmel, qu'on peut voir sur les points jaunes sur la carte. Et selon la loi allemande, les déchets de construction, elles appartiennent aux décharges publiques et non aux dépôts de centrales nucléaires. Donc la solution proposée pour les gérer à l'échelle du Land est de les entreposer dans la décharge publique de Nymark, qui est rattachée à la ville de Lübeck. Et donc, c'est le point rouge sur la carte, donc on peut voir que c'est quand même assez loin. Et comme vous vous en doutez, les gens de la ville de Lübeck et la décharge, ils ne veulent pas recevoir ces déchets. Et il y a beaucoup de débats. Les premiers, ils portent sur la fiabilité des seuils de la radioactivité, parce que du coup, dans la loi allemande, tous les déchets qui viennent de centrales nucléaires inférieures à 10 microsieverts sont considérés, doivent être traités dans une décharge publique. Et en fait, ces gens ont peur que ce seuil soit faux, que ça soit dangereux. Un autre débat concerne le principe de l'exportation de déchets à plusieurs centaines de kilomètres plutôt que leur conservation sur site. Mais il est impossible de conserver les déchets sur site car la zone elle est inondable. Et finalement, le troisième débat concerne le droit des citoyens à être consultés sur le sujet. Donc en 2019, la ville de Lübeck elle a clairement dit qu'elle était contre l'accueil des décombres de la centrale sur son territoire. Et il y a seuls 3 partis, dont les Verts, qui ont décidé d'accepter les déchets pour 2 raisons. Donc pour eux, les déchets nucléaires sont le résultat de la fermeture de centrales. C'est quelque chose qu'on a voulu et du coup, il faut les assumer.
Et comme Lübeck a profité durant de nombreuses années de l'électricité pas chère des centrales nucléaires sans supporter les risques d'accident, ce serait comme un geste de solidarité pour eux de recevoir ces déchets à traiter. En 2020, le conseil municipal il a décidé de réaliser une enquête consultative. Donc, en Allemagne, on peut réaliser des enquêtes consultatives. Ce n'est pas un référendum, c'est juste un but illustratif. On demande à un panel d'habitants de savoir ce qu'ils pensent d'un sujet. Et en fait, ce panel d'habitants, à 60%, s'est prononcé contre l'accueil des déchets et veut que la ville engage une action en justice. Malgré le résultat de cette enquête, le Land a tranché, elle a décidé de ne pas écouter l'avis des habitants et que malgré tout, Lübeck va recevoir les déchets et ainsi Lübeck va devenir la première ville à obtenir des déchets issus de centrales nucléaires contre sa volonté. Il y a eu un recours qui a été refusé et à l'heure où je vous parle, la question elle n'est toujours pas réglée, la procédure est toujours en cours. Donc il y a vraiment un gros litige. Donc en fait, l'enseignement de la trajectoire de Brunsbüttel, elle a montré que malgré l'absence de projets concrets, ça reste tout de même conflictuel en raison de la gestion des déchets. Maintenant, je vais passer à Fessenheim. Donc sur cette centrale, il y a vraiment une forte concurrence entre les différents acteurs pour définir les impacts de la fermeture de la centrale et par conséquent les projets à développer. Et contrairement à nos précédents cas, l'influence du cadre normatif, elle est plutôt faible. Il y a deux visions qui s'entrecroisent, mais on est toujours dans cette ambivalence, négation du nucléaire ou mise en valeur. Donc, avant même la fermeture de la centrale, le territoire de Fessenheim il disposait déjà d'un réseau d'acteurs très dense. Mais la fermeture de la centrale, elle a non seulement réorganisé ses acteurs, mais elle en a aussi fait apparaître de nouveaux. Parce qu'en fait, avant, pendant 40 ans environ, le seul acteur qui était vraiment structurant sur ce territoire-là, c'était EDF. Les autres acteurs, ils n'avaient pas encore émergé. Et l'absence d'EDF, elle a laissé une place à une multitude d'acteurs, mais personne n'a su saisir ce rôle pour le remplacer. Donc en fait, sous l'impulsion du gouvernement, il y a un comité de pilotage qui a été mis en place pour discuter de l'avenir de la région en 2018. Donc environ 2 ans avant la fermeture et 6 ans après l'annonce de la fermeture. Et ce comité, il a été sélectionné par l'État. C'est lui qui a choisi quels acteurs étaient habilités à participer à la discussion et les a répartis par thème. Donc sur le slide, vous pouvez voir une partie des nombreux acteurs impliqués. Et sur l'autre côté, je vous ai mis les groupes de suivi, donc les éléments sur lesquels les acteurs du projet devaient discuter. Et en fait, ces acteurs, ils ont profité de la fermeture de la centrale pour faire valoir leurs intérêts dans le projet. Pour dire ça différemment, c'est qu'il y a un affrontement entre eux pour définir quels indicateurs doivent être pris en compte pour définir l'impact de la fermeture et par conséquence le contenu du projet. Est-ce que c'est la perte d'impôts? Est-ce que c'est la perte d'emplois? Est-ce que c'est la perte démographique? Est-ce que c'est la perte énergétique? Et il y a vraiment eu cette volonté, comme une aubaine financière, de voir que le territoire allait pouvoir recevoir beaucoup d'argent pour essayer de faire passer des projets qui existaient déjà depuis de nombreuses années et qui n'avaient pas forcément de lien avec le post-Fessenheim. Donc en fait, le projet, là je vous le réponds rapidement, donc il s'inscrit dans un contexte de transition énergétique, économique et écologique et il est sur 4 principaux axes. Donc le premier, c'est l'axe de l'emploi. Le deuxième, c'est l'axe de la mobilité. En troisième, on a la transition énergétique. Et la quatrième, ça concerne aussi un peu l'énergie du futur. Et au travers de ce projet, ils ont décrété que la fermeture de la centrale, elle allait avoir des impacts sur 3 échelles de territoire. Donc ça, c'est assez intéressant parce que c'est le premier cas dans mes 3 centrales qui ont vraiment monté un projet comme ça à une échelle beaucoup plus grande. Donc la première échelle, c'est au niveau de la commune de Fessenheim et des communes voisines. La deuxième échelle, c'est donc le triangle transfrontalier Colmar, Mulhouse, Fribourg. Donc on invite les Allemands à la discussion. Et la troisième échelle, c'est le territoire du Haut-Rhin. Ce projet, il réunit une 40aine de projets qui ne font pas forcément cohérence entre eux. On a des pistes de vélo, on a de la transition économique, on a la mise en place d'une zone industrielle, etc. Il y a beaucoup de projets qui étaient dans les fonds de tiroir, comme je vous ai dit, qui ont été ressortis. Et malheureusement, à l'heure où je vous parle, il n'y a aucun projet vraiment concret qui a vu le jour. Il y a des petites actions qui ont été faites, mais pour l'instant, c'est pas mal resté au stade de projet.
Au point de vue du retour du nucléaire, en fait, la question du nucléaire, elle fait toujours l'objet de nombreux débats là-bas, et elle revient sous deux principales formes. La première, c'est l'introduction de SMR, et la deuxième, c'est la question du technocentre. Donc, je vais laisser le technocentre pour après. Je vais d'abord vous parler des SMR que Massimiliano vous en a parlé un peu brièvement avant. Donc, en fait, en 2021, il y a Macron qui a annoncé qu'il voulait relancer la construction de réacteurs nucléaires en France. Et suite à cette annonce, il y a des élus alsaciens qui ont saisi l'occasion pour proposer l'installation d'un petit réacteur modulaire à Fessenheim, en disant que la région, elle était déjà sensibilisée à la problématique du nucléaire et que ça sera plus facile d'installer un réacteur ici qu'ailleurs en France. D'ailleurs, la commune de Fessenheim, elle a fait la demande officielle en avril 2023 pour accueillir ce réacteur. Après, vu la taille d'un SMR, ça créerait à peu près 150 emplois d'ici 2040 pour une durée de vie de réacteur de 60 ans, tout en sachant que la centrale nucléaire actuelle, elle drainait 2000 emplois directs et indirects. Donc c'est une petite... c'est peu par rapport à ça. Et le deuxième point par lequel le technocentre fait, entre guillemets, son retour sur le territoire, enfin le nucléaire, pardon, c'est donc le projet de technocentre d'EDF. Donc en fait, c'est l'avenir définitif du site occupé par la centrale nucléaire, il est incertain. Donc à la base, la Fessenheim, ça devait être 4 réacteurs. Donc sur le site des réacteurs 1 et 2, ceux qui ont été construits, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Mais sur les sites des réacteurs 3 et 4, EDF a choisi de vouloir faire un technocentre. Donc un technocentre, c'est une centrale pour recycler les déchets métalliques très faiblement radioactifs. Ce projet devrait créer environ 150 emplois, et il est souvent considéré comme un lot de consolation pour le départ de la centrale. C'est ce qui est ressorti de mes entretiens, car il ne crée vraiment pas beaucoup d'emplois. Et en fait, ce projet, il se heurte aux mêmes opposants que lors de la fermeture de la centrale, c'est-à-dire que le Land du Bade-Württemberg, les associations environnementales ne souhaitent pas de ce projet de technocentre, parce que pour elles, c'est une manière pour le nucléaire de rester sur le territoire. Et on m'a dit dans un entretien, l'énergie nucléaire est sortie par la porte de devant, mais il revient par la porte arrière. Donc cela, ça crée des conflits au sein du comité de pilotage. Et les associations environnementales et le Land ont décidé de quitter le groupe qui permettait justement de créer ce projet pour montrer leur mécontentement face à ce retour du nucléaire. Donc comme je l'ai parlé avant déjà, donc le technocentre, là je vous ai juste mis une petite image des slides, des flyers que les opposants distribuent par rapport à ça. Donc, en conclusion, on peut voir qu'à Brunsbüttel, on avait une absence de réel attachement au lieu lors de la fermeture, et ça a entraîné une absence de véritable projet de reconversion. Tandis qu'à Barchebeck, le site, il a produit des attachements forts que les acteurs ils cherchent à valoriser, au contraire effacer. Donc, on voit qu'on a la municipalité qui est insistante pour reconvertir le terrain de la centrale en un écoquartier. C'est semblable à une sorte de stratégie de marketing territorial qui vise du coup à rompre avec son passé. Et à l'inverse, il y a les autres parties qui, eux, souhaitent valoriser un site qui est très important pour eux d'un point de vue énergétique. À Fessenheim, dans cette logique, on a un problème parce que les acteurs ils ne pensent pas au commun. Donc on a EDF qui, lui, pense à l'échelle d'un groupe industriel, pas d'un territoire. Donc pour eux, la trajectoire territoriale, ce n'est pas quelque chose qui existe, ce n'est pas un enjeu. Fessenheim, c'est 2 réacteurs dans leur parc. Donc ils voient leur projet de technocentre et malheureusement, ce projet-là qu'ils font à côté dans leur coin, il rentre en dissonance avec le projet de territoire. Et pendant ces 4 décennies où la centrale elle était l'objet d'EDF, elle a mené de l'argent et un danger latent. Et les acteurs territoriaux, ils n'ont pas été capables de saisir ce temps pour essayer déjà de penser à l'avenir. À Fessenheim, on a donc assisté à une division de la reconversion du site et du territoire, question qui ne s'était pas posée ni à Barchebeck ni à Brunsbüttel. Et dans les 3 pays, donc, les projets de reconversion ils sont liés à l'absence de discussion au préalable de la fermeture sur la modalité de gestion du site en démantèlement, de la gestion de ses déchets et des territoires concernés au plus largement. Et c'est pour ça que il reste encore à identifier les différents facteurs qui peuvent influencer la trajectoire de reconversion de ces sites industriels et la manière dont ils agissent entre eux. Et c'est pour ça que je n'ai pas terminé ma thèse.
Et je suis ouverte à tout commentaire ou tout conseil. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, ça marche. Merci. Dans la discussion que nous avions eue au préalable, vous aviez indiqué qu'il y avait une spécificité pour le secteur nucléaire, c'est qu'il y avait une obligation de prévoir le financement pour le démantèlement par rapport à d'autres secteurs industriels. Et donc, je suis assez surprise de la conclusion de la fin de votre présentation, à savoir qu'il n'y a pas de discussion préalable au démantèlement, alors même que c'est prévu financièrement. C'est assez surprenant. Et qu'est-ce qui explique justement qu'il y ait cette absence de discussion préalable, alors que tout le monde sait qu'il y a une fin de vie? C'est programmé, hein, puisque 30-40 ans, c'est la moyenne, voilà, qui a un financement mis de côté. Et pourquoi on attend vraiment la fin pour cela? En fait, l'argent qui est mis de côté, il est mis de côté pour gérer le démantèlement. Donc, c'est toutes les activités techniques liées à la centrale. Et en fait, les personnes qui gèrent les centrales nucléaires, elles n'ont pas de formation d'un point de vue territorial et elles ne se rendent pas forcément compte de l'impact, comme je le conclus à la fin aussi. EDF, pour lui, c'est une centrale nucléaire dans son parc nucléaire. Il ne voit pas, la reconversion de ce site comme d'un point de vue territorial avec tous les impacts qu'il y a autour. L'argent, il est vraiment mis de côté pour les aspects techniques. Et après, pourquoi il n'y a pas eu de discussion autour, ça, je ne saurais pas trop dire. Je pense que dans le cas français, où, comme on en a parlé déjà cet après-midi, les centrales nucléaires, elles sont toujours construites à proximité des zones de campagne. Donc elles ont à chaque fois, pour la plupart, j'imagine, un fort impact d'un point de vue social, économique, démographique sur le territoire. Et que du coup, les personnes qui vivent dans ces communes, elles ont peut-être été dans un petit oasis pendant 40 ans. Et on a un peu le refus d'essayer de prévoir. On se dit on a pas mal d'argent qui rentre. Autant on ne pense pas forcément à ce que ça va faire quand il n'y en aura plus. Et on profite peut-être, c'est un peu, je ne sais pas si ça se dit politiquement, mais c'est peut-être un peu ça. Mais une sorte de politique de l'autruche, quoi. Ouais. Mais après tout, en Allemagne, en Suède, c'est quelque chose qui n'a pas été réfléchi auparavant non plus. Donc, je ne sais pas. Moi, je pense aussi que la présence de l'argent, elle est là pour les aspects techniques. Et on n'a pas changé de zoom pour regarder le territoire dans lequel ça s'insère, vu que les problèmes techniques sont ceux qui prévalent de par leurs difficultés et par les dangers potentiels. Ouais. Mais ce n'est pas le seul exemple, probablement, où l'absence de planification à terme n'a pas eu d'importance tant que la centrale est là. C'est peut-être une réaction très humaine, malheureusement. Je n'ai pas d'explication plus rationnelle. Vraiment, la présence de l'argent est là pour résoudre le problème technique et pas le problème territorial. Okay. Merci. Le développement des voitures électriques, ça va demander une production d'électricité plus importante. Oui, tout à fait. On va vers une société qui va consommer plus d'électricité. Donc il va falloir le produire.
Alors, c'est effectivement un des arguments qui est apporté. Et est-ce qu'il va falloir la produire avec des moyens de production bas carbone? Reste à décider, est-ce que c'est bas carbone et renouvelable, ce qui exclut le nucléaire, ou bas carbone et pour l'instant non renouvelable, en comptant sur le nucléaire. Il y a bien sûr les véhicules électriques, il y a toute l'électrification de notre société, il y a également les chauffages électriques, donc avec les pompes à chaleur, notamment dans des pays qui n'avaient pas de chauffage électrique direct comme la France, ce qui est le cas de la Suisse, ce qui est le cas de l'Allemagne. Et ça, ça a un impact important parce qu'en plus, on est bien conscient que les réseaux de distribution électrique ne sont pas adaptés pour ces nouvelles consommations. Et donc, on va devoir investir également dans les réseaux électriques. Donc là, c'est une décision de société qui doit être prise par rapport à ça et qui va aussi en parallèle avec des décisions qui pourraient pointer vers la sobriété énergétique. Et donc, par exemple, en Suisse, nous avons un débat. Est-ce qu'il faut installer une pompe à chaleur dans un bâtiment qui n'a pas été rénové? Est-ce qu'on va continuer à surconsommer de l'énergie alors que ce bâtiment pourrait consommer moins, juste pour passer à une technologie qui, du point de vue environnemental, a quand même un meilleur bilan qu'un chauffage au gasoil? Donc ça, c'est des choix importants. Passer à un véhicule électrique ne signifie pas passer à un véhicule propre. Passer à une pompe à chaleur électrique ne signifie pas passer à un chauffage propre. Il faut toujours se poser la question de la provenance de l'électricité. Il n'y a pas de miracle. C'est le cas aussi pour l'hydrogène. L'hydrogène pourrait être une fausse promesse. Actuellement, c'est le cas aussi en France, c'est le cas en Suisse. 95% de l'hydrogène est produit à partir de vecteurs purement fossiles. Donc actuellement, un véhicule à hydrogène pollue. Je peux juste poser une question juste avant de passer le micro sur l'hydrogène, le vrai bilan énergétique de l'hydrogène, c'est-à-dire combien d'énergie on utilise pour en produire, c'est aussi quelque chose qui me paraît important. C'était une question, mais je vais amener le micro. Bonjour, merci beaucoup du coup pour votre conférence. C'est juste pour rebondir sur la question de propre. Dans le cadre de du coup, la COP28, on disait que l'énergie nucléaire avait été reconnue comme une énergie renouvelable. Et du coup, est-ce que vous pensez que ça va un peu du coup casser la démarche des pays qui sont été dénucléarisés et au contraire lancer d'autres pays à construire des centrales nucléaires? Je pense que le débat sur le nucléaire dans un pays comme la Suisse ou comme l'Allemagne est clos. Je pense surtout dans un pays comme la Suisse, à démocratie directe, je ne pense pas qu'une centrale nucléaire passerait devant le peuple. Et d'ailleurs, je ne pense pas que démocratiquement ce soit utile sur un sujet sur lequel le peuple s'est exprimé clairement en 2017 de revenir très rapidement sur le sujet. Sinon, la démocratie directe perd de sa substance, de son intérêt. Il y avait des velléités de la part d'un parti de centre-droite de relancer le processus de démocratie directe, et même eux ont renoncé à ça, et je pense que c'était ça. Donc les lignes sont bien tracées, elles sont bien tracées. L'Union européenne, notamment dans cette ligne de tension entre la France et l'Allemagne, a trouvé aussi sur la partie des tarifications de l'électricité un compromis qui me semble très courageux quelques semaines avant Noël. La France ne va pas changer non plus, en tout cas tant que le gouvernement actuel continue. On verra lors des prochaines présidentielles. Donc, ce qui est important, c'est que les pays qui souhaitent accéder entrent dans les mêmes processus que les autres pays, c'est-à-dire les procédures de contrôle pour la non-prolifération, entrent dans les mêmes procédures, permettent à l'Agence internationale de faire les vérifications nécessaires. Et ça, dans des pays, je dirais, à régime démocratique ou modérément démocratique, c'est relativement facile. J'ai aucun souci pour la Pologne. Il y aura une saine concurrence entre opérateurs pour savoir s'ils vont acheter des réacteurs sud-coréens, américains ou français.
Dans d'autres pays, c'est plus délicat parce qu'ils ont des ambitions qui vont au-delà des ambitions énergétiques. Donc je pense que ça ne sert à rien de réouvrir les débats dans les pays où ça a été relativement clairement établi. Et ce qui est important, il y a des procédures qui sont en place pour la prolifération, pour la sécurité. Il ne faut pas négliger la sécurité. Les mêmes stress tests qu'on a fait à Fukushima dans des pays comme la France, en Suisse et ailleurs doivent être exigés ailleurs de ce point de vue-là. Un autre sujet que je n'ai pas évoqué, il y a des pays qui disent avoir besoin du nucléaire, notamment pour des besoins de désalinisation de l'eau. De nouveau, on a les mêmes avantages que pour l'hydrogène, de la haute température et de la vapeur. On ne peut pas juste balayer d'un coup de main ces besoins si ces pays-là sont prêts à jouer les règles du jeu. Le nucléaire, c'est vraiment une thématique sur laquelle on doit jouer les règles du jeu. On ne peut pas jouer. C'est comme les freins d'une voiture. Il faut suivre les règles. Et une fois que ces règles sont là, on peut se sentir plus ou moins sûr. Après, ça, c'est la sensibilité de chacun et de chacune. Mais ces règles-là, elles doivent être absolues. Pour certains, elles sont suffisantes. Pour certains, elles ne sont pas suffisantes, mais elles doivent être là. On ne peut pas jouer sans celles-là. Juste pour rebondir sur ce qui a été dit juste avant, à quelle échelle démocratique est gérée la production et le marché de l'énergie en Suisse? Parce que ça diffère pas mal de la France, j'imagine. Alors effectivement, en Suisse, donc, on en parlait encore lors de la discussion avec les collègues. En Suisse, un membre du gouvernement fédéral n'a pas le pouvoir de fermer une centrale nucléaire, contrairement à ce qu'Angela Merkel a fait. D'ailleurs, elle l'a fait, mais il y a encore des procès qui sont en cours, et des procès qui coûtent extrêmement cher aux contribuables allemands. Tandis qu'en Suisse, donc, c'est des entreprises qui décident de construire une centrale nucléaire. Les entreprises énergétiques en Suisse sont prioritairement en main publique. On est dans un pays fédéral, c'est surtout des cantons à qui appartiennent ces entreprises. Et ensuite, il y a un régulateur indépendant qui décide si les conditions de sécurité sont remplies ou pas. C'est donc le modèle nord-américain qui a été choisi en Suisse. Et d'ailleurs, la première centrale nucléaire qui a été fermée en Suisse, elle a été pour des motifs économiques et pas de sécurité. Donc, suite aux stress tests qui ont été mis en place après Fukushima, l'opérateur estimait que c'était trop cher de continuer l'opération de cette centrale qui était déjà relativement vieille, qui a été mise en service en 1971, et donc a décidé d'arrêter librement. Donc c'est un modèle très différent aussi par rapport au modèle français, bien sûr, d'autant plus maintenant que EDF a été renationalisé et donc est entièrement de nouveau dans les mains du ministère de l'Industrie de ce point de vue-là. Mais je pense que le modèle de propriété des centrales n'a pas une énorme influence, avec une seule exception qui est celle de la Finlande, parce que depuis toujours, la Finlande a eu un modèle d'actionnariat très partagé, notamment avec les habitants, les habitantes et les communes d'où sont les centrales, mais c'est un modèle qui, je pense, qui est relativement peu reproductible ailleurs. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Donc, merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Dans vos études de cas, vous avez présenté un petit peu, disons, les éléments qui ont abouti au choix d'un greenfield, d'un brownfield, etc. Je m'interrogeais sur les effets des groupes de pression antinucléaires, pro-nucléaires, qui ne sont pas forcément locaux, mais qui sont nationaux, internationaux. Et je me demandais si vous aviez perçu, par exemple, dans votre analyse de presse, une évolution des rapports de force entre ces groupes de pression, et est-ce que ça a eu une incidence sur les décisions locales ? Alors, dans le cas de Brunsbüttel, j'ai pas du tout vu dans dans mes analyses de presse de groupes de pression comme ça sur le devenir. Enfin, c'était vraiment un non-débat. Je pense que c'est plus le cas de Fessenheim, où quand j'ai fait les entretiens, j'ai effectivement remarqué qu'il y avait vraiment
d'un point de vue, il y avait vraiment cet effet frontière avec l'Allemagne à côté, qui a vraiment sa vision des choses et sa vision de ce que doit devenir le territoire de Fessenheim, et qui ne rentrait souvent pas, qui était très différente de ce que la commune de Fessenheim souhaite pour son territoire et ce que les gens au comité de pilotage, la plupart d'entre eux, souhaitent pour le territoire. Et pour je pense pas que ça a changé ce que le site va devenir, parce que malgré le fait qu'ils sont contre, le technocentre, il va certainement se faire. À la base, le technocentre, d'ailleurs, c'était pas quelque chose de légal, parce qu'en France, à partir du moment où quelque chose rentre dans une centrale nucléaire, ça devient un déchet nucléaire et ça doit être traité comme un déchet nucléaire. On n'a pas cette possibilité comme en Allemagne avec la loi des 10 microsieverts. Mais là, l'année passée, ils ont passé 2 arrêtés et un décret, ou 2 décrets et un arrêté, je ne sais plus, qui permet justement sur si le préfet donne l'autorisation à ce que ce type de revalorisation de déchets métalliques très faiblement radioactifs soit possible. Et du coup, l'État a fait en sorte que que cela passe, et pour rendre le technocentre possible. Donc je ne pense pas que le fait qu'il soit contre, ça a eu des incidences de ce point de vue-là, vu que malgré tout, l'État français a continué à faire des démarches pour rendre le technocentre possible. Après, on peut s'interroger si au niveau national, le revirement par rapport au nucléaire est le résultat ou pas de groupes de pression. Ouais, d'accord, je vous remercie. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui. Parce qu'il y a un avenir quand même dans l'atome, c'est la fusion. Oui, alors effectivement, la fusion est un sujet important. La fusion pose un double problème. Les gens tendent à rigoler en disant la fusion n'arrive jamais, c'est dans 50 ans, depuis 50 ans. C'est extrêmement difficile, donc moi j'ai énormément de respect pour les collègues qui travaillent dans ce sujet-là. Moi, ma plus grande crainte par rapport à la fusion, c'est qu'on va clairement, et les SMR font partie d'ailleurs de cette tendance, vers des systèmes décentralisés. Ce n'est pas vrai que pour les énergies renouvelables. Et donc, dans ce qu'on disait avant, notre réseau électrique est aussi en train de changer de configuration. Et si la fusion devait arriver à l'horizon de 15, 25 ou 35 ans, j'ai peur juste qu'elle arrive dans un système électrique qui n'est plus du tout adapté à ces grosses productions centralisées. Et donc que le système électrique qui doit recevoir ce système de génération ne soit plus adapté. Et c'est ça qui me fait plus peur par rapport à la fusion. D'un autre côté, il nous faut encore la fission nucléaire si on veut faire de la fusion, vu qu'il nous faut certains produits pour faire la fusion. Donc les deux choses vont main dans la main de ce point de vue-là. Mais on ne peut pas prendre actuellement des décisions par rapport à la fusion. Parce que dans cette transition énergétique, moi j'aime bien, quand je parle de ça avec les étudiants, les étudiantes, si mon médecin me dit que je dois perdre 25 kilos, il a raison. Mais ce qui est le plus important, ce n'est pas de me dire ça, c'est de me dire comment je vais perdre les 5 premiers kilos. Je dois renoncer à quoi? Je dois renoncer aux chips devant Netflix, je dois renoncer à une bière avec les amis. Il doit m'expliquer quelles sont les étapes. Et les étapes, surtout dans les systèmes démocratiques, avec des gouvernements et des parlements qui se renouvellent tous les 4 ou 5 ans, on doit les faire sur des petites étapes. Et donc, dans cette transition énergétique, on a besoin de clarté sur des objectifs aussi à court terme. C'est des objectifs, bien sûr, qui sont difficiles pour nos politiciens et politiciennes. Ils doivent s'exposer par rapport à ça. Beaucoup d'entre eux, d'entre elles, ont ce courage-là. Mais c'est vraiment des étapes à court terme. Et juste fixer les objectifs à 2050, ça ne suffira pas. La plupart d'entre nous seront beaucoup plus âgés. La plupart des politiciens et politiciennes ne seront plus au pouvoir. Et donc, c'est un peu une fuite en avant qui... maintenant, on a vraiment besoin d'étapes concrètes. Et pour cela, l'échelle territoriale est la bonne échelle. Est la bonne échelle. Et maintenant, on a besoin d'objectifs à 2027, 2031, et vraiment me dire dans cette étape, pour perdre les 25 kilos, bien sûr, je dois perdre tant de tonnes de CO2 dans l'équivalent du climat, mais il faut vraiment dire comment on le fait. Juste dire, on doit arriver là en 2050, c'est une fuite en avant qui, pour l'instant, ne répond pas à ce qu'on a besoin. Et la fusion est malheureusement...
Alors peut-être que demain, on ouvrira le journal et tout s'est bien passé à ITER et le breakthrough s'est fait. Mais ce ne sera probablement pas comme ça. Il faudra quand même beaucoup d'années encore. Et c'est les étapes intermédiaires dont on a besoin. Est-ce qu'on dit oui à cet impact des éoliennes qu'on a vu avant, d'une centrale de biomasse, où on dit non parce que ça pue, non à une centrale solaire parce que ça prend de l'espace sur un territoire. Le canton d'où vient Belinda vient de voter là-dessus et les Valaisans ont clairement dit nous préférons une procédure qui garantit une protection des surfaces, même si c'est au fin fond de la montagne, même s'il n'y a que quelques chamois qui passent. On préfère que ce soit comme ça. On aime notre Valais comme ça. Alors, ils n'ont pas répondu exactement comme ça, mais ils ont dit qu'il n'y aura pas de procédure accélérée pour juste faire ça les yeux fermés. On veut pouvoir avoir notre mot à dire. Et c'est bien. Il faut que tous ces sujets soient dans un débat démocratique. Un débat démocratique sera toujours sain là-dessus. Mais on ne peut pas toujours dire chez les autres. Ça, ce n'est pas possible non plus. Une des résistances qu'on a en Suisse par rapport à l'éolien, ce n'est pas tellement que les Suisses aiment bien dire non. Ça arrive des fois quand même. Mais c'est surtout que, par exemple, il y a eu des entreprises qui sont venues chez les territoires qui n'étaient pas leur territoire normal. On a des toutes petites entreprises énergétiques qui sont souvent en main communale et cantonale en Suisse, qui desservent une ville ou un canton, une région, donc très très petits, et qui vont proposer une éolienne hors de leur territoire. Et ça fait un espèce d'effet Far West, de colonisation. Chez moi, c'est plus beau que chez toi, et donc je viens mettre l'éolienne chez toi. Et ça, c'est quelque chose qui, dans nos démocraties matures, c'est une externalisation qui ne va jamais passer. Et qui ne va jamais passer le test d'une démarche soit démocratique dans une démocratie directe, soit devant un tribunal. À moins que, comme en Suisse, on décide, voilà, on met des priorités. Et alors là, le gouvernement dit il y a un intérêt national et donc ça va orienter les décisions juridiques qui sont prises par la suite. Mais je pense que l'étape de la conviction des gens sur le territoire est nécessaire et donc de comprendre pourquoi le territoire a besoin de cette transition. Encore merci à vous d'avoir suivi cette conférence et merci à Massimiliano et à Belinda et bon retour parmi les neiges de la Suisse et du Jura. Merci à vous et à bientôt. Merci.